Comme toujours, il faut replacer dans le contexte international de l'époque. Mais la première chose dont il faut vraiment se souvenir, c'est que c'est une opération militaire à caractère totalement unilatéral, au mépris du droit international. Alors, il y a bien sûr une explication. On se souvient qu'à la suite de l'implosion de l'Union soviétique, après la chute du mur de Berlin, il y a eu une sorte d'hubris de la victoire de la part des États-Unis. C'est ce qu'on a appelé la période de l'hyperpuissance. C'était le terme qui avait été utilisé par Hubert Védrine à l'époque. Et cet unilatéralisme américain s'est déployé sur de nombreux terrains, mais dont le plus dramatique a visiblement été celui de l'Irak. C'est-à-dire que la prétention des néoconservateurs à imposer l'ordre impérial américain à travers le monde, à vouloir exporter la démocratie, y compris dans les soutes des bombardiers, a évidemment coûté très cher. Et ce qui est très important, c'est que les États-Unis ont rapidement eux-mêmes découvert les limites de ce type de prétention, puisqu'évidemment leur intervention militaire a généré des résistances sur lesquelles nous allons venir, en Irak même, mais plus grave, probablement toute la région a été déstabilisée par les contre-coups, les contre-effets de cette intervention militaire unilatérale. Donc évidemment l'Irak a été le pays le plus touché, le pays martyr, si je puis me permettre l'expression, mais il est clair que par onde de choc successives, d'autres pays de la région ont été touchés, y compris d'ailleurs par l'ampleur du nombre de réfugiés irakiens qui sont partis s'installer dans d'autres pays. Je pense au Liban, je pense à la Jordanie et je pense aussi à la Syrie, ce qui aura sûrement des conséquences quelques années plus tard. On se souvient aussi qu'à l'époque, à la suite de cette intervention militaire, le président George Bush Jr. avait l'idée, la géniale idée de développer sa théorie du Grand Moyen-Orient, par laquelle il prétendait résoudre les questions du Maroc à l'Afghanistan, ce qui évidemment n'a strictement aucun sens, puisque les réalités nationales de chacun des pays constituant la région sont différentes les unes des autres. Et enfin, on se souvient que pendant plusieurs années, la lutte contre le terrorisme, ce terrorisme qui a été généré ou en tout cas renforcé par l'intervention unilatérale des Américains, eh bien, la lutte contre le terrorisme a constitué l'alpha et l'oméga de la politique extérieure des États-Unis dans la région, alors que bien évidemment, les questions de fond, les questions de développement économique tout particulièrement, de combat pour une meilleure égalité sociale, une meilleure redistribution des richesses, ont été totalement laissées de côté et ont permis, entre autres, de renforcer le pouvoir des dictatures des États arabes de la région. Donc, de quelque point de vue qu'on prenne la question, cette opération militaire unilatérale, je le répète, des États-Unis est un échec total et a marqué une forme de régression des pays de la région par contre-coup. Alors la première chose, c'est peut-être une évidence, mais en 2023, un Irakien qui a 43 ans n'a jamais connu la paix. C'est-à-dire que son pays est en guerre depuis lors. On se rappelle très rapidement pour mémoire que de 1980 à 1988, il y a eu la guerre de l'Irak contre l'Iran, qui était à l'époque soutenue entre autres par les États-Unis et les États arabes de la région, à l'exception de la Syrie. Qu'ensuite, il y a eu l'intervention militaire américaine à la tête d'une coalition internationale en 1990-91, puisque l'Irak avait envahi le Koweït, qu'à la suite de cette guerre, il y a eu une longue période entre 1991 et 2003 d'un embargo extrêmement violent, extrêmement sévère contre l'Irak, et enfin l'intervention militaire de 2003 dont nous avons parlé précédemment. Les conséquences de cette intervention sur la stabilité irakienne, elles sont désastreuses. Une des premières mesures qui avait été prise par le proconsul américain, c'est de dissoudre l'armée irakienne, de dissoudre les forces de police. C'est-à-dire que l'État irakien, et ce qui en constituait ses piliers, avec tous les abus de l'époque de Saddam Hussein bien sûr, mais l'armée et la police ont été purement et simplement dissoutes, interdites. Donc évidemment les conséquences dans un État qui connaît la guerre, dans une région qui évidemment pour des raisons géopolitiques est extrêmement instable, ont été dramatiques
car un État, quel qu'il soit, qui ne possède plus ses piliers régaliens, évidemment, très rapidement va sombrer dans une sorte d'anarchie. Et effectivement, à partir de 2004 et dans toutes les années qui ont suivi, une vague d'attentats, de terrorisme, d'assassinats ciblés ont endeuillé l'Irak de façon terrible. On a calculé que les opérations militaires états-uniennes en Irak et les suites de cette intervention militaire ont abouti à 650 000 morts. Je passe sur le nombre de personnes déplacées, je passe sur le nombre de personnes, on l'a évoqué précédemment, qui sont parties se réfugier dans les pays de la région. Il faudra attendre en fait 2006 pour que la coalition dirigée par les Américains remette les clés à un gouvernement officiel irakien. Il faudra attendre 2011 pour que le dernier contingent des États-Unis parte de l'Irak. Ça nous donne un petit peu l'ampleur de la catastrophe qui a été induite par cette intervention militaire. Et puis malheureusement, les malheurs de l'Irak n'étaient pas terminés, puisque nous le savons, surgit dans cette résistance à l'agression américaine des groupes politiques laïques, certes, mais aussi beaucoup de groupes djihadistes, et tout particulièrement, on le sait, Daesh, l'État islamique, le mal nommé État islamique, qui, à partir de 2014, connaît une progression fulgurante dans l'Irak, avec notamment la prise de Mossoul, la deuxième ville du pays. Et il faudra attendre 2017 pour que l'État islamique soit défait. Je n'ai pas dit éradiqué, car il existe encore et toujours, malheureusement, des cellules dormantes et de moins en moins dormantes au demeurant de l'État islamique. Donc, on le voit, cette intervention a contribué à profondément, très profondément déstabiliser l'Irak, et on peut considérer que 20 ans plus tard, eh bien, le pays n'est toujours pas parvenu à se stabiliser à nouveau et à connaître un développement à peu près fluide. Et ça, comment dirais-je, les États-Unis en portent la responsabilité principale. Et à propos de Daesh que j'évoquais, j'ai souvent tendance à dire que Daesh est en fait l'enfant monstrueux de Al-Qaïda et aussi de l'intervention militaire des États-Unis. Donc un échec total d'un point de vue militaire, bien sûr, mais aussi du point de vue de l'État de ce pays, l'Irak, qui est véritablement revenu à de très nombreuses années en arrière. La question, elle est évidemment facile à poser, plus compliquée à traiter, parce qu'on constate, comme je le disais précédemment, qu'il n'y a toujours pas de stabilité. On a vu en 2019, par exemple, une profonde vague de contestation sociale, pour des raisons principalement économiques d'une part, et politiques, de revendication des libertés démocratiques fondamentales qui ne sont toujours pas respectées. Ces manifestations de 2019 ont été réprimées avec une violence inouïe par des milices qui se sont installées dans le paysage politique depuis 2003 maintenant. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a deux axes faciles à énoncer, beaucoup plus compliqués à mettre en œuvre. C'est un axe économique. Il est plus que jamais nécessaire de tout faire pour aider l'Irak à se redresser au niveau économique. Nous savons que ce pays a des réserves d'hydrocarbures extraordinairement importantes, mais que les installations ont été tellement abîmées par la guerre et les effets de la guerre qu'elle n'est pas capable d'utiliser positivement cette manne pétrolière pour relancer son économie. Ça, c'est le premier objectif, et je pense que la dite communauté internationale devrait avoir un rôle plus proactif, plus résolu pour aider l'Irak à ce niveau-là. Et le deuxième niveau, et là il relève plutôt de la responsabilité des Irakiens eux-mêmes, c'est évidemment le niveau politique. Tant qu'il n'y aura pas la mise en œuvre, la mise en place d'un gouvernement inclusif, effectif, efficient, eh bien je pense que l'instabilité perdurera en Irak. Il faut bien comprendre que la chute voulue par les États-Unis des structures de l'appareil d'État irakien ont toujours des conséquences, et elles ont permis l'éclosion, la multiplication du phénomène milicien qui existe toujours et qui est désormais constitutif du fonctionnement de la vie politique en Irak. Et c'est une forme de régression parce que maintenant, les modes d'identité, les modes de référents identitaires politiques sont basés soit sur le mode confessionnel, soit sur le mode ethnique. Tant qu'un gouvernement inclusif, susceptible d'inclure tous les segments de la population irakienne
ne pourra être mis en place, alors je ne pense pas qu'on puisse considérer qu'il y aura une forme de stabilisation possible. Donc véritablement l'enjeu, c'est la mise en œuvre, plus facile à dire qu'à faire, je le conçois parfaitement, mais d'un gouvernement inclusif qui permettra de poser les bases d'une forme de stabilisation de la société irakienne.